Est-il préférable d'utiliser des contrats à terme perpétuel ou datés pour couvrir notre portefeuille d'options en delta? Comment pouvons-nous passer efficacement de l'un à l'autre? Comment notre portefeuille de vente à découvert fera-t-il face à des mouvements plus importants du prix du Bitcoin? Et qu'est-ce que la matrice de marge du portefeuille? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est le troisième épisode de cette série où nous couvrons actuellement en delta un petit portefeuille d'options sur Deribit. Aujourd'hui, nous effectuerons plusieurs transactions sur les options et les contrats à terme. Nous discuterons également de certains détails sur la couverture en delta des contrats à terme, y compris l'utilisation des spreads pour transférer des positions entre différents instruments. Nous clôturerons ensuite les positions restantes avant la période des fêtes, ce qui nous donnera l'occasion parfaite de voir comment l'équité du compte a progressé jusqu'à présent dans la série. À la fin de la vidéo précédente, nous avions laissé le compte avec des ventes de Strangles sur 3 échéances différentes, et leur delta continuait à être couvert dynamiquement par l'outil Greeks Life en utilisant le perpétuel. Nous reprenons ici juste après l'échéance du 1er décembre. Comme nous pouvons le voir sur le graphique des prix, le prix du Bitcoin était entre les strikes de notre Strangle Court du 1er décembre lorsque les options ont expiré et reste également dans la fourchette des strikes que nous avons vendus plus loin. Le prix ne bouge pas trop, donc il n'y a pas eu besoin de beaucoup de couverture en delta, ce qui a entraîné un profit supplémentaire depuis la dernière vidéo avec une équité passant de 558 à 508. Dans le journal des transactions, nous pouvons voir les entrées de livraison pour les options du 1er décembre qui viennent d'expirer. Bien sûr, comme elles étaient toutes deux hors de la monnaie à l'échéance, il n'y avait rien à payer pour aucune d'elles. DVOL, une volatilité implicite en général, continue de baisser, ce qui, combiné au prix sous-jacent restant plus proche du milieu de la fourchette des strikes que nous avons vendus, entraîne un profit sur toutes nos options de vente. À ce stade, tout se passe aussi bien que nous pouvions l'espérer. Je m'attendais à ce que cela continue avec une fin d'année relativement calme, les gens prenant une pause pour les fêtes et attendant les décisions sur les ETF de janvier. Cependant, ce calme ne dure pas longtemps. Dès le 4 décembre, certains de nos strikes d'achat sont déjà dépassés. Le prix du Bitcoin est à 41 700 $ et nous sommes vendeurs des strikes de 41K sur 2 échéances et vendeurs du strike de 42K sur une échéance également. Notez cependant que malgré le mouvement total assez important, l'action des prix a été assez stable. Les prix ont augmenté ou évolué latéralement de manière constante sans aucun recul majeur. C'est important parce que nous sommes vendeurs de volatilité, pas de prix. Donc si le prix augmente de manière suffisamment douce, notre jambe de couverture en delta nous rapportera de l'argent au lieu de nous coûter quelque chose. Nous pouvons voir dans l'outil de couverture en delta qu'il y a eu plusieurs transactions de couverture en delta. Elles sont toutes dans la même direction, toutes des achats avec le prix actuel au-dessus de chacun de ces achats. Nous nous attendons donc à ce que la position de couverture en delta sur le perpétuel soit actuellement bénéficiaire. Dans le compte, nous pouvons voir qu'un petit bénéfice supplémentaire a été réalisé depuis le dernier contrôle avant l'augmentation du prix du Bitcoin. Plusieurs des positions d'options subissent maintenant une perte. Cependant, cela a été complètement compensé par la jambe de couverture delta sur le perpétuel. Malgré certaines de nos frappes courtes qui ont été franchies, le portefeuille de volatilité courte montre toujours un bon profit. Les observateurs attentifs auront remarqué que les 2 options de vente courte du 8 décembre que nous détenions auparavant ont disparu. Celles-ci avaient déjà perdu presque toute leur valeur, alors je les ai fermées tôt pour quelques points de base avec des ordres à cours limité en attente. 2 jours plus tard, le rallye a continué avec une volatilité qui s'est également légèrement accrue. L'action des prix devient un peu plus agitée, mais ce n'est pas encore trop mauvais. La couverture delta a dû vendre une fois, mais elle achète principalement. La valeur nette du compte a légèrement diminué depuis la dernière mise à jour, mais les dégâts sont restés limités en partie grâce à l'absence de grands reculs jusqu'à présent. Il y a eu un ajustement manuel de la couverture delta cependant. Jusqu'à présent, dans cette série, nous avons seulement utilisé le contrat perpétuel pour notre couverture delta et l'outil de couverture delta est toujours configuré pour n'utiliser que le perpétuel pour faire des ajustements. Et il y a une bonne raison d'utiliser le perpétuel.
Il offre la meilleure liquidité et suit de près le prix indiciel du Bitcoin. Cependant, le compte a maintenant également une position dans le contrat à terme du 8 décembre. Notre couverture Delta est actuellement répartie entre ce contrat à terme daté et le perpétuel. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser chacun et ils peuvent être plus ou moins attrayants à différents moments, donc il est sage de se familiariser avec l'utilisation des deux, y compris comment faire rouler efficacement les positions entre les deux. Nous allons bientôt passer en revue un exemple de comment exécuter ces rôles en utilisant un écart de contrat à terme. Mais en regardant dans l'historique des transactions, nous pouvons voir la paire de transactions qui a déjà été utilisée pour déplacer 10 000 $ de la position perpétuelle vers le contrat à terme du 8 décembre. Il y a une transaction qui a vendu 10 000 du perpétuel et une transaction qui a acheté 10 000 du contrat à terme du 8 décembre. Et cette combinaison a effectivement déplacé 10 000 $ de la couverture delta longue du perpétuel vers le contrat à terme daté. Ces deux ordres étaient en fait un seul ordre d'écart de contrat à terme. L'icône à gauche signifie une transaction combinée, ce qui signifie simplement plusieurs jambes exécutées en même temps par un type d'ordre combiné, dans ce cas un écart de contrat à terme. Et nous pouvons voir que les deux exécutions ont eu lieu exactement en même temps. Une raison pour laquelle nous pourrions préférer utiliser un contrat à terme daté est que le taux de financement sur le perpétuel devient trop élevé. Nous pouvons voir sur le graphique de financement pour le perpétuel que, à mesure que le prix du Bitcoin a augmenté, le taux de financement devient en moyenne plus élevé. Comme nous sommes longs sur le perpétuel, cela signifie que nous payons de petits montants tout au long de la journée. Ce n'est pas un montant énorme chaque jour, mais cela peut s'accumuler beaucoup selon la durée pendant laquelle nous maintenons la position longue sur le perpétuel. Les contrats à terme daté n'ont pas de mécanisme de financement, donc tant que la prime du contrat à terme n'est pas trop élevée, nous pourrions préférer maintenir notre couverture delta là-bas à la place. Si nous vendons principalement des options à découvert et les couvrons en delta, lorsque le prix sous-jacent augmente, notre couverture delta sera généralement une position longue soit sur le perpétuel, soit sur un futur daté. Comme le prix sous-jacent augmente, le financement est probablement positif et les futurs datés se négocient probablement avec une prime par rapport au prix au comptant et au perpétuel. Cela signifie que lorsque nous achetons des deltas, nous payerons soit le financement sur le perpétuel, soit achèterons le futur à un prix plus élevé, ce qui entraînera un coût éventuel pour nous. Et il n'est pas toujours clair lequel sera le meilleur sur une certaine période. Si vous vous demandez maintenant s'il est possible de réaliser un profit en étant de l'autre côté de ces transactions à terme, la réponse est oui. Les opérations de cash and carry profitent soit des taux de financement sur le perpétuel, soit des primes sur les futurs en prenant l'autre côté de la transaction, en vendant à découvert dans ce cas. Il y a une série de vidéos sur les opérations de cash and carry que j'ai créées pour la chaîne YouTube de Deribit, dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous voudrez peut-être garder cela pour plus tard. En plus de la décision entre le taux de financement et la prime des futurs, une autre différence à mentionner est qu'une position sur un futur daté expirera bien sûr à la date d'expiration. Si cela correspond à la date d'expiration de toutes ou de certaines options, cela peut éviter des positions inutiles nécessitant un nettoyage après expiration. Si toute la couverture delta est sur le perpétuel, la couverture devra souvent être ajustée juste après chaque expiration d'option. Lorsqu'on utilise un outil de couverture automatique comme l'outil GreeksLive, cela sera géré automatiquement, mais cela peut ne pas être aussi efficace qu'un futur qui expirera simplement avec les options. Revenons à notre couverture actuelle. Comme nous l'avons vu, le perpétuel a un taux de financement. Cependant, les futurs datés n'en ont pas. Pour minimiser le financement payé, nous avons déplacé 10 000 $ du perpétuel au futur du 8 décembre. Voyons donc exactement comment cela peut être fait. Ce que nous voulons faire, c'est échanger deux futurs simultanément avec un seul ordre. Et c'est exactement ce que permet un spread de futurs. Dans le menu supérieur, nous pouvons trouver les spreads de futurs, ce qui nous amène à une grille remplie de chacun des spreads de futurs possibles. Les contrats existants sont affichés en haut et sur le côté, et là où ils se rencontrent dans la grille est l'endroit où se trouve le spread entre ces deux contrats. Nous voulons échanger le perpétuel et le futur du 8 décembre, nous devons donc simplement trouver où ces deux-là se croisent. Dans ce cas, c'est la cellule en haut à gauche de la grille. Quelques informations de base sont affichées pour chacun des spreads possibles. Mais si nous cliquons sur celui que nous voulons, nous verrons le formulaire de commande et le carnet de commande pour ce spread. Le prix du spread est indiqué comme la première jambe dans le nom de l'instrument, moins la deuxième jambe, donc le 8 décembre moins le perpétuel dans ce cas.
Comme le 8 décembre se négocie actuellement légèrement en dessous du perpétuel, le prix actuel de ce spread est en fait négatif. Pour déplacer une position longue du perpétuel au 8 décembre, nous voulons vendre le perpétuel, acheter le 8 décembre. Nous pouvons voir cette combinaison répertoriée sous l'achat à un bouton. Même si vous avez de l'expérience dans le trading de spread à terme ou de combinaison d'options, pour éviter toute erreur stupide, il est toujours utile de vérifier les directions des jambes individuelles qui seront échangées sous les boutons d'achat et de vente. Nous n'avons pas autant de reste sur le perpétuel pour le moment, mais disons que nous voulions déplacer encore 10 000 du perpétuel au futur daté. Pour ce faire, nous devons acheter le spread, donc nous entrons un montant de 10 000 et notre prix limite souhaité, puis cliquons sur le bouton d'achat. Cela fera apparaître un écran de confirmation de commande qui nous permet de confirmer les détails, y compris de revérifier les directions, puis nous cliquerons sur le bouton pour passer la commande. Prenons un autre exemple. Imaginons que nous voulons rouler notre position perpétuelle restante de 2730 $ à l'échéance hebdomadaire suivante, le 15 décembre. Pour ce faire, nous trouvons où le perpétuel rencontre le 15 décembre dans la grille, puis cliquons pour ouvrir le formulaire de commande. Nous entrons ensuite un montant de 2730 et notre prix limite souhaité. Par exemple, nous pouvons vouloir reporter la position sur le futur au même prix que le perpétuel, auquel cas nous entrerions un prix pour le spread de 0. Nous cliquons ensuite sur « Acheter » car c'est la direction souhaitée pour chaque jambe, nous confirmons les détails, puis nous envoyons la commande. Nous allons bientôt passer l'une de ces commandes de spread à terme. Avant de sauter à nouveau dans le temps, il vaut la peine de mentionner rapidement qu'une autre façon de rouler les positions de couverture d'un contrat à un autre est de sélectionner un instrument différent pour les positions longues et courtes dans l'outil de couverture Delta en direct de Greek. Si nous voulons rouler du perpétuel au 15 décembre, par exemple, nous pourrions choisir la direction de clôture actuelle, c'est-à-dire la direction qui réduirait notre taille de position en tant que perpétuel, puis la direction d'ouverture actuelle, la direction qui augmenterait notre taille de position en tant que futur du 15 décembre. Notre couverture delta est actuellement longue, donc notre direction de clôture serait courte et notre direction d'ouverture serait longue. Nous avons plusieurs options d'achat qui sont maintenant relativement bien en profit. Comme dans les vidéos précédentes, des ordres IV de 1% sont placés pour les racheter à bas prix au cas où quelqu'un chercherait à s'en débarrasser. Le lendemain, le premier recul important se produit avec une baisse de prix de plusieurs pourcents par rapport au sommet de la veille. Cela a entraîné l'exécution de certaines ventes pour la couverture delta, mais les options ont perdu suffisamment de valeur en même temps pour que l'équité du compte reste à peu près la même. Les ordres rétoires que nous avons laissés pour racheter les options d'achat hier ont été exécutés. Nous avons donc racheté les options d'achat de 41K et 42K du 8 décembre. Une fois les options d'achat fermées, le couvreur delta a fait son travail et a couvert le delta du portefeuille résultant à 0. Comme nous avions déplacé une partie de la couverture vers le futur du 8 décembre et que le couvreur delta était configuré pour n'utiliser que le perpétuel, cela a entraîné une position courte sur le perpétuel et une position longue plus importante sur le futur daté. Passons une commande pour compenser l'excédent de position ici, en rachetant la position courte sur un perpétuel et en clôturant la même quantité de la position longue sur le futur du 8 décembre. Pour ce faire, nous utiliserons à nouveau un spread futur. Après avoir ouvert le formulaire de commande pour le spread correct, nous saisissons le montant de 4,640 et un prix limite de 2 $. Bien qu'il y ait une réduction des frais lors de l'utilisation de spreads futurs par rapport à l'utilisation de deux ordres preneurs dans les carnets individuels, la différence de frais entre maker et taker est suffisante pour que cela vaille la peine d'essayer d'être exécuté chez un maker. La commande est maintenant passée, nous allons donc attendre pour voir si elle est exécutée. Peu importe si elle est exécutée ou non dans ce cas, car le futur du 8 décembre expirera de toute façon demain. Une fois ce futur expiré, le Delta Hedger interviendra et utilisera le perpétuel pour couvrir les deltas restants qui dépassent les seuils que nous avons fixés. Notre utilisation de marge est un peu faible et nous sommes toujours intéressés à être actifs, donc un short strangle est ajouté à la prochaine échéance le 22 décembre. Des prix limites sont utilisés avec une commande exécutée immédiatement et une autre après quelques minutes. Après l'échéance du 8 décembre, nous nous retrouvons à nouveau avec une couverture delta sur le perpétuel et des short strangles aux échéances du 15 et du 22. Jusqu'à présent, le prix du Bitcoin est beaucoup augmenté puis a légèrement diminué par rapport au sommet.
L'action des prix a été relativement douce cependant, donc malgré le fait que le prix sous-jacent ait dépassé nos strikes courts plusieurs fois, notre portefeuille de volatilité courte a bien performé avec une équité de compte actuellement à 0,572. La facilité relative avec laquelle nous avons collecté le θ jusqu'à présent est sur le point de prendre fin. Nous reprenons l'action, ici 3 jours plus tard, le 11 décembre. Le prix a chuté d'environ 10% avant de retracer environ la moitié de cette baisse. C'est exactement le type d'action de prix qui nous causera des pertes, du moins pour nos positions existantes. Le prix a bougé loin et rapidement. De plus, et c'est crucial pour nous, il a bougé assez loin dans les deux directions. Cela signifie que nous aurons couvert notre delta dans les deux directions, très probablement y compris aux extrêmes de l'action des prix, ce qui entraînera des pertes de couverture considérables. De plus, la taille et la vitesse du mouvement ont probablement augmenté la volatilité implicite des options que nous détenons encore. Bien que, de l'autre côté, si la volatilité implicite a augmenté tant que nous ne sommes pas déjà entièrement alloués, nous pouvons maintenant vendre plus d'options à des niveaux de volatilité implicite, espérons plus élevés. Allons voir le compte pour vérifier les dégâts. L'équité a diminué à 0,2542. Donc, comme prévu, la volatilité récente a causé des pertes. Les mêmes positions d'options sont maintenues, mais comme on peut le voir dans l'historique des transactions, il y a eu plusieurs échanges dans les deux directions sur le perpétuel. Nous sommes en position courte sur la volatilité et la volatilité a augmenté, donc il n'est pas trop surprenant de voir des pertes. Pour le moment, nous voulons toujours être en position courte sur la volatilité et notre utilisation de marge est encore un peu faible, donc nous pouvons ajouter quelques positions supplémentaires. Pour continuer à exprimer la vue courte sur la volatilité jusqu'à la fin de l'année, la volatilité implicite, les ordres sont utilisés pour ajouter un autre Strangle Core à l'échéance du 22 décembre, ainsi qu'un Strangle Core à l'échéance du 29 décembre. Vous avez peut-être aussi remarqué une option d'achat longue de 56 000 $ dans l'échéance du 15 décembre. Cela a été ajouté au compte gratuitement dans le cadre d'une compétition de trading sur Deribit à ce moment-là. Cette position ne nous a rien coûté et finit par expirer sans valeur. Donc, à part un effet temporaire sur les exigences de marge et un bon couvert gratuit contre une forte hausse des prix, cela n'a finalement aucun impact sur le compte. Quelques heures plus tard, nous avons également ajouté une position longue de vente à l'échéance du 15 décembre. Nous étions vendeurs sur les options de vente avec des prix d'exercice de 33, 33,25 et 34K, chacune d'une taille de 0 points. Le prix de toutes ces options a diminué à seulement quelques points de base, donc je voulais éliminer le risque ici. Au lieu d'essayer de remplir 3 ordres séparés, mais qui auraient été à des prix similaires de toute façon, j'ai décidé de simplement laisser un ordre pour la quantité totale 0,3 pour acheter le plus élevé des prix d'exercice des options de vente 34K. Lorsque cet ordre a été exécuté, il a clôturé notre position vendeuse sur le prix d'exercice de 34K et a également transformé nos positions courtes restantes sur les prix d'exercice de 33 et 33,5K en des écarts de vente baissiers. Cela élimine tout risque de baisse supplémentaire sur cette échéance et si le prix venait à diminuer beaucoup, l'écart pourrait acquérir de la valeur pour nous permettre de la récupérer. Bien que le portefeuille que nous avons géré dans cette série ait été relativement simple, en vendant des strangles puis en les couvrant en delta, c'est le bon moment pour jeter un œil à la matrice de risque de marge du portefeuille. Nous pouvons accéder à la page de marge du portefeuille en cliquant sur le bouton PM en haut de l'écran ou en allant dans le menu en haut à droite puis en cliquant sur marge du portefeuille. Pour tout portefeuille d'options où certaines positions se couvrent au moins partiellement entre elles, la marge de portefeuille sera le système de marge le plus efficace en termes de capital à utiliser. Pour la marge de portefeuille, l'ensemble du portefeuille est examiné ensemble pour déterminer les exigences de marge. Alors qu'avec un compte de marge standard, chaque position est margée individuellement, ce qui pour un portefeuille d'options entraînera normalement des exigences de marge beaucoup plus élevées. Si vous n'êtes pas encore familier avec cela, cette page peut sembler intimidante, mais elle est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît. Dans la matrice de risque en bas de la page, nous pouvons voir toutes nos positions listées, similaires à celles de la table des positions que nous avons examinées tout au long de la série. Au lieu de statistiques sur chaque position, cette table contient un calcul de nos exigences de marge pour divers scénarios différents. Chaque colonne représente un scénario différent contre lequel le portefeuille est testé. Chaque scénario implique un changement dans le prix sous-jacent et un certain niveau de volatilité implicite.
Par exemple, dans la colonne la plus à gauche, le scénario est une diminution de 20% du prix sous-jacent et une diminution de la volatilité implicite. L'effet de profit ou de perte que ce scénario aurait sur chaque position est indiqué dans cette colonne, avec le total également affiché. La colonne suivante teste chaque position par rapport au scénario d'une diminution de 20% du prix sous-jacent et d'une volatilité implicite inchangée. Ensuite, la colonne suivante teste chaque position par rapport au scénario d'une diminution de 20% du prix sous-jacent et d'une augmentation de la volatilité implicite. Ces trois scénarios de volatilité, en baisse inchangée et en hausse, sont répétés pour chaque variation du prix sous-jacent. Dans ce tableau, nous avons des étapes de 4% dans le prix sous-jacent allant de moins 20% à plus 20%. Quel que soit le scénario qui entraîne la plus grande perte, c'est celui qui est utilisé dans la formule des exigences de marge. Dans cet exemple, nous pouvons voir que le pire scénario pour notre portefeuille actuel est une baisse de 20% du prix sous-jacent et une augmentation de la volatilité implicite, donc c'est cette valeur qui est utilisée comme exigence de marge de maintien. Quelques autres petites contingences sont également ajoutées, mais au moins une de ces contingences sera bientôt supprimée du calcul, donc je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo. Finalement, ce tableau intimidant se résume à un seul chiffre utilisé pour calculer nos exigences de marge. Les autres valeurs du tableau peuvent encore nous être utiles, car nous pouvons voir quelle position et quel scénario entraînent les exigences de marge les plus élevées. Cela peut nous permettre de voir où nous avons de la marge pour ajouter du risque et aussi nous aider à faire des ajustements qui réduiront nos exigences de marge. Par exemple, le pire scénario pour nous actuellement est une baisse du prix sous-jacent et une hausse de la volatilité. Cela nous indique que nous pourrions facilement réduire nos exigences de marge en achetant quelques options de vente qui profitent à la fois de la baisse du prix sous-jacent et de l'augmentation de la volatilité implicite. Nous couvrons actuellement nos deltas de manière dynamique et notre utilisation de la marge est bien dans les limites acceptables, donc nous ne nous inquiétons pas trop de réduire nos exigences de marge. Si nous devions réduire notre utilisation de la marge, racheter certaines de nos options de vente à découvert ou les transformer en spread en achetant d'autres options de vente aurait l'impact le plus bénéfique sur nos exigences de marge. Ne souhaitant pas être trop devant l'écran de l'ordinateur pendant les vacances et avec la décision sur les ETF prévue début janvier, je décide de commencer à réduire les positions à partir de maintenant. Ainsi, les prochaines mises à jour rapides concernent uniquement les positions existantes qui expirent ou sont clôturées, et cela nous laisse le parfait point de contrôle pour analyser ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette série, quel effet la couverture a eu, et envisager de nouvelles stratégies et techniques de couverture dans de futures vidéos. Environ 3 jours après la grande chute, nous pouvons voir que le prix a beaucoup fluctué avant un bon rallye aujourd'hui. Cela a bien sûr entraîné plusieurs transactions de couverture delta dans les deux sens. Cette action de prix est loin d'être idéale, mais la valeur du compte est restée relativement stable et se situe actuellement à 0,2552. En dehors des plusieurs transactions de couverture delta, nous avons réussi à clôturer l'option d'achat 41K à l'échéance du 15 décembre avec un ordre de volatilité implicite que nous avons laissé à 1%. Il y a plusieurs. Les positions expirent demain, donc nous vérifierons après l'expiration. Le prix est à peu près au même niveau après l'expiration et en regardant le journal des transactions, nous pouvons voir que l'option d'achat à 44K a été clôturée quelques heures avant l'expiration avec un ordre IV pour un seul point de base. Le reste de la position du 15 décembre a simplement expiré. Il nous reste maintenant quelques strangles courts sur l'expiration du 22 décembre et un autre sur l'expiration du 29 décembre, et notre capital remonte avec l'action des prix qui se calme un peu. Quelques jours plus tard, cependant, les prix ont fait un mouvement important dans chaque direction, ce qui a de nouveau causé des pertes de couverture delta, avec notre capital revenant à 0,242. Les options de vente sur l'expiration du 22 décembre sont descendues à quelques points de base, donc comme nous sommes en mode réduction des risques, elles ont été fermées. Il ne reste que les options d'achat courtes sur cette expiration et un strangle court sur le 29. Si nous voulions ajouter plus de positions, nous examinerions maintenant les expirations de janvier, bien sûr. Mais avec les décisions des ETF imminentes, je ne pense pas que ces expirations offrent actuellement un niveau d'IV suffisamment élevé pour vendre.
Même l'expiration du 12 janvier, qui devrait être la semaine de décision, n'offre qu'environ 55% à la monnaie, donc je préfère fermer complètement pendant la période des fêtes, et probablement rester à l'écart jusqu'après l'annonce des décisions des ETF autour du 10 janvier. L'expiration du 22 décembre se passe relativement bien, les pertes de couverture delta annulant presque exactement la perte de valeur des options. Comme c'est maintenant le 22 décembre, je décide de clôturer les positions restantes avec des ordres à cours limité. J'essaye de me faire remplir au milieu sur l'une d'elles, mais après environ 15 minutes, cela n'a pas été rempli. Donc je traverse simplement l'écart et achète à la demande. Après la clôture de toutes les positions d'options, il ne nous reste qu'une position dans le perpétuel. Le Delta Hedger de Greeks Live intervient peu de temps après et clôture cette position. Nous continuerons dans la nouvelle année, mais comme nous avons tout fermé pour l'instant, ce serait un bon moment pour prendre du recul et regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous avons commencé le 6 novembre avec un capital de 0,25 Bitcoin et Bitcoin se négociant à environ 35 000. Nous avons ensuite vendu du vol en continu en vendant des strangles, généralement autour de 20 strangles delta sur les options hebdomadaires jusqu'à 3 semaines. Maintenant, le 22 décembre, environ 6 semaines après avoir commencé, et le prix du Bitcoin a augmenté au total d'environ 25%, avec quelques grands mouvements entre-temps. Le capital du compte est juste en dessous de 0,2541 pour un gain d'environ 1,6% du capital de départ. Sachant que nous allions être à découvert sur la volatilité tout le temps, ce n'est pas exactement le type d'action de prix que nous aurions espéré lorsque nous avons commencé, donc terminer cette période avec un profit n'est pas un mauvais résultat en fin de compte. J'ai utilisé du code Python et un téléchargement du journal des transactions pour montrer comment le capital du compte a évolué au fil du temps. La ligne bleue, la ligne montre ce qui s'est réellement passé dans le compte. J'ai également calculé quel aurait été le profit ou la perte si nous n'avions pas fait de couverture delta. Ce calcul est montré par la ligne rouge. Toutes les transactions de couverture delta sur le perpétuel ont été complètement supprimées des données pour la ligne rouge. Le profit et la perte pour chaque position d'option sont inclus uniquement lorsque l'option est fermée, ce qui rend cette ligne plus instable qu'elle ne le serait autrement. Cependant, la ligne couverte en bleu serait plus fluide en raison de la couverture delta. Dans la première vidéo de cette série, vous vous souvenez peut-être que le tout premier call que nous avons vendu à l'échéance du 10 novembre était dans la monnaie lorsqu'il a été clôturé avec un ordre IGVA. Le fait que le call soit dans la monnaie n'était pas un gros problème pour nous. L'action des prix était unilatérale et suffisamment lente pour que notre jambe de couverture delta réalise un bon profit, annulant la perte réalisée par le call court. Cela peut être vu par la ligne bleue restant relativement plate pendant cette période. Si nous n'avions pas fait de couverture delta et avions simplement conservé le call court nu, cela aurait entraîné une perte réalisée assez importante lorsque la position a été clôturée, comme nous pouvons le voir avec la ligne rouge. Nous devrions être prudents quant à tirer trop de conclusions de cet ensemble de données limitées, mais en général, le profit et la perte du portefeuille de couverture delta sont plus fluides que ceux du portefeuille non couvert. Et je préfère certainement avoir la courbe d'équité bleue plutôt que la rouge. Parfois, la couverture delta sauvera le compte d'une grande perte qui aurait été encourue en vendant des options nues, essentiellement lorsque les options vendues et à découvert deviennent largement dans la monnaie à l'échéance. Cependant, dans différentes circonstances, la couverture delta peut entraîner plusieurs petites pertes qui n'auraient pas été subies si nous avions simplement vendu les options à découvert et les avions laissées tranquilles. Si le prix fluctue beaucoup mais finit par se stabiliser à un prix où toutes les options sont hors de la monnaie, alors la couverture représentera simplement un coût diminuant le montant de la prime collectée que nous pouvons conserver. L'objectif principal de cette série de vidéos jusqu'à présent a été de montrer comment exécuter des transactions d'options sur Deribit, la couverture delta dynamique d'un portefeuille d'options et l'outil de couverture Delta Greeks Live lui-même. Nous continuerons avec ce même compte en janvier, après l'annonce des décisions sur les ETF. Nous examinerons différentes structures et stratégies d'options, donc pas seulement des short strangles. Nous examinerons également différentes techniques de couverture, telles que l'utilisation d'autres options pour se couvrir au lieu des contrats à terme. J'espère que vous avez trouvé la série utile jusqu'à présent et j'ai hâte de créer beaucoup plus de contenu en 2024. Si vous avez des suggestions ou des demandes pour des sujets que vous aimeriez que je couvre, faites-le moi savoir dans les commentaires ou n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.